Christian Rimbaud vous raconte Luluce de Montmartre, tome 1. Si le fond sonore et la voix de synthèse vous perturbent, vous pouvez couper le son, la durée de lecture restera bien programmée. Prologue. Vous allez lire un roman, c'est-à-dire une œuvre, enfin un récit, une fiction totalement imaginée, des aventures toutes simples s'entremêlent et s'emberlificotent au sein d'une étude de mœurs d'un siècle passé, où les sentiments disparaissent sous des passions inexistantes. Mais ce n'est qu'une apparence qui dissimule parfaitement une réalité, mieux, des réalités, absolument subjectives, dont l'omniprésence philosophique va remplacer une objectivité purement narrative sans aucune profondeur poétique. Pour écrire ces pages, j'ai utilisé une paire de ciseaux très affûtés avec des pointes acérées, le but étant de découper une tranche de vie, les premières années de vie d'une enfant. La suite de cette vie n'a plus la même profondeur poétique, ou plus exactement, il me faudrait changer souvent de ciseaux, et je n'en ai nullement envie. Dans ce roman, tout est vrai, tous les personnages sont vrais, cependant tous les dialogues sont faux, non pas qu'ils sonnent faux, bien au contraire, mais ils n'ont jamais existé. La vérité m'a obligé à conserver tous les noms des acteurs de cette aventure, tous, sauf un. J'ai illustré des passages, afin de donner ainsi plus de réalisme à ma pensée. Ce soir, je suis seul dans ma chambre sous les toits, j'aime beaucoup les chambres sous les toits. Au-dessus il n'y a personne, que le ciel. Ce soir, j'ai un peu de fièvre, je suis bien vieux, c'est assez normal. Je me repose, assis sur mon lit avec deux gros oreillers pour m'aider à lire mon manuscrit. Il y a tant de pages éparses sur la vieille couverture de laine, en poil de lama du Pérou, souvenirs de voyage, il me faudrait peut-être classer tout ça, ou finalement ne rien classer du tout, je ne sais pas, sur la table une quantité de dessins que je fais selon mon inspiration entre deux pages d'écriture, cela m'aide à réfléchir. Il y a des pages écrites depuis longtemps, très longtemps, il y a des dessins, certains faits aussi depuis bien des années, beaucoup d'années. Alors, ce soir, tout seul je relis tout ça, en vrac, rien que pour moi. Luluce de Montmartre, chapitre 1, la rue Tolosé. Assise toute seule en haut des marches qui terminent curieusement le haut de la rue Tololo, la gamine ne bouge pas, serrant dans ses bras maigres une informe poupée de chiffon, les yeux vides, elle regarde au loin cette ville qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaîtra jamais. Le long couloir qui descend sous ses yeux, bordé de maisons crayeuses toutes pareilles, limite sa vue, seulement attirée par tous ces toits en zinc. Ces toits la fascinent, elle n'en avait jamais vu de semblable. Pourtant, de l'autre côté, c'est si beau, presque vide. Un vieux moulin, dont les ailes ne tournaient plus depuis longtemps, domine des petits enclos de terrains vagues et de jardinets. Les palissades de bois tiennent debout par habitude, véritable paradis pour les innombrables moineaux et les chats de gouttière. Des légumes pouvaient se mélanger aux fleurs, des plants de vigne s'accrochent aux murs lépreux, les gamins des rues y construisent des cabanes de planches pourries. Un semblant de campagne auquel la fillette préfère tourner le dos, puisque ça, c'était trop loin, c'était fini pour elle. Et puis tous ces cris des rues, trop vivants, sentent la tristesse plutôt que la joie. Des bandes de gavroches jouent à la guerre, traînant leurs fusils en bois et surtout l'indispensable fourche de coudrier avec un élastique, leur lance-pierre, signe distinctif des galopins de la butte. Ce mois de juin devrait sentir les fleurs, l'herbe fraîchement coupée, mais le vent ne disperse pas autre chose qu'une odeur de pierre mouillée sale et moisie. Son refuge idéal reste la rêverie, s'inventer un jardin de fleurs inconnues, avec des oiseaux au plumage extraordinaire, des oiseaux bleus dont les plumes traînent et s'accrochent aux branches des acacias. La môme reste immobile, elle vient d'apercevoir, là-bas, tout en bas, un drôle de point noir qui bouge, qui monte lentement la rue Tolosé. Le point noir ressemble à un gros oiseau, un corbeau tout noir, avec au bout de ses ailes une sorte de panier d'osier, comme s'il allait aux champignons,
le corbeau s'avance petit à petit, des moineaux le suivent en sautillant autour de lui parlent, lui tendent une main timide. Du fond de la rêverie de l'enfant, s'éveille la vision d'un homme revêtu d'une grande cape noire et coiffé d'un chapeau à large bord, noir lui aussi. Posant ses paniers sur les pavés, l'homme s'arrête pour souffler un peu et discute avec les mioches en guenilles, sa main sort de dessous sa cape et donne des sortes de petites billes de couleur sitôt arrachées, et la bordée de moineaux s'éparpille en piaillant, dévalant à toutes jambes la rue poussiéreuse. L'homme en noir reprend ses paniers et regardant le ciel, ou ce qu'il y a dans le ciel, il continue sa montée vers les marches barrant le haut des pavés. La gamine reste assise, elle lève les yeux, ses yeux bruns fixent ceux de l'homme qui s'est campé devant elle. Ben alors? La môme Katsu, qu'est-ce que tu fais là toi? Je m'appelle pas Katsu. Francisque s'est arrêté pour regarder la curieuse petite môme assise toute seule au milieu des marches. Je ne t'ai jamais vu traîner par ici, tu t'es perdu? La petite môme fait simplement non de la tête sans quitter l'homme du regard. Il ne lui fait pas peur, mais elle ne le connaît pas. Il a un regard doux et perçant, avec des yeux noisettes observateurs, attentifs. Tu habites où? Pour toute réponse, un geste du menton vers les grandes maisons de cette rue Le Pic qu'elle n'aime pas beaucoup, tout ça est trop grand pour elle. Son monde avant, c'était des petites rues, des petites maisons. Ici, elle se sent perdue. Francisque pose ses paniers sur la première marche, et s'appuie sur la rambarde en fer qui coupe ce drôle d'escalier en deux. Lulus regarde ce qu'il y a dans ces deux paniers d'osier, ça l'intrigue et ça l'amuse, elle qui s'ennuie avec pour seule amie sa poupée de chiffon. Il y a des légumes, ça, elle les connaît bien, c'était une de ses grandes distractions d'aller avec maman Lou les ramasser dans le jardin, derrière la petite maison basse de son enfance. Un papier de journal enveloppe un lapin mort, seules les pattes dépassent, mais tout de suite Lulus sait ce que c'est. C'était horrible de voir dépioter les lapins là-bas. Et la peau était ensuite mise à sécher, retournée et bourrée de paille, accrochée à une poutre de la grange. Il y a aussi une bouteille noire ou rouge, ça, elle ne sait pas ce que c'est. Elle a déjà vu des bouteilles jaunes, dedans, il y avait du cidre, jamais elle n'en avait bu, beaucoup trop jeune évidemment. Elle aimait le lait, qu'une voisine de la ferme d'à côté apportait encore tiède dans une casserole en aluminium, dont la poignée en bois cassée tournait bêtement, fallait faire attention à ne pas renverser. Tu rêves? À quoi tu penses? Lulus tressaille, oui, elle rêvait. Elle est si seule, alors elle rêve, une enfant de 4 ans, pas de 4 sous, a le droit de rêver, même si son imaginaire de petite paysanne est assez pauvre, sans doute, mais tellement différent des autres enfants qu'elle voit parfois dans la rue. Bon. Je suis pressé, faut rentrer mes paniers. Je te revois peut-être demain? Est-ce une interrogation? Une promesse? Une demande? La gamine ne peut pas le savoir, mais elle répond oui, c'est tout. L'homme se redresse avec ses provisions et d'un pas alerte saute les 7 ou 8 marches pour remonter par la rue Le Pic. Quel est son âge, à cet homme en noir? Francisque n'a que 35 ans, ses moustaches et son grand chapeau le font paraître un peu plus. Il habite de l'autre côté de la rue Le Pic à Montmartre, derrière le moulin, et souvent, il traverse les jardins séparant ces deux rues pour descendre faire des courses rue des Abbesses. Il n'y a pas beaucoup de commerçants autour de sa maison. Il vient tout juste de se marier il y a quelques mois. Tapant les pavés de ses semelles, il remonte la rue un sourire au coin des lèvres à l'adresse de Lulus qui le lui rend d'un signe de la main. L'enfant a trouvé un ami. Une douzaine de moineaux trouvant la place libre s'abattent sur les marches, sautant d'une rambarde à l'autre comme des voltigeurs.
L'enfant a déjà commencé à leur donner des noms, puisque ce sont toujours les mêmes qui reviennent jouer avec elle. Quand elle peut, elle ramasse un quignon de pain qui traîne après le repas et leur jette des miettes, alors c'est une véritable folie. Dimanche. Les puissantes cloches du Sacré-Cœur dominent de leur vibrante sarabande les petites cloches frêles de Saint-Pierre, la vieille église du village, juste à côté de la blanche basilique. Cette énormité religieuse commence à peine d'envahir tout le ciel de la butte, l'édifice de pierre est en fin de chantier, mais le bon Dieu n'y habite pas encore. Chapitre 2, la rue Le Pic qui penche. Dimanche. Lulus est toute seule, elle s'ennuie, la servante l'a habillée d'une jolie robe blanche avec des rubans rouges, pourtant elle ne rit pas, personne ne s'occupe d'elle, sa mère est occupée, tout le temps, ne la regarde pas, ne la voit pas. En ce début de juin, le soleil va venir se promener dans tous les recoins de la butte, même dans les trous de souris. Lulus va rester à la maison. Elle n'ose pas s'aventurer dans le fouillis des jardins de l'autre côté de la rue, il y a peut-être des souris qui sortent se réchauffer au soleil. À travers les carreaux de la grande fenêtre, elle regarde le moulin en bois, très grand, très haut, mais qui ne fait rien, il sert simplement de perchoir à ses amis les moineaux. Des carrioles attelées d'un seul cheval montent péniblement la rue Le Pic qui penche beaucoup, les chevaux vont à la messe. Il est tôt encore, la gosse attend comme d'habitude que la lourde porte soit ouverte. Pour sortir et aller s'asseoir en haut des marches de la rue Tololo, elle ne descend jamais plus bas, personne ne la surveille, personne ne s'occupe d'elle, mais elle reste là, sans bouger. Tiens, justement, là-bas, son ami le corbeau noir remonte la rue Tolosé entouré selon un rite immuable d'une troupe de moineaux des rues, hurlant, riant, attendant les billes en sucre de toutes les couleurs qui sortent des poches. Alors ma petite môme Katsu? T'es bien matinale aujourd'hui, bonjour. Je m'appelle pas Katsu, bonjour. Francisque éclate de rire, le sérieux et la répartie de la gamine l'amuse, ce n'est pas une môme Katsu en effet. Sa petite robe qui semble toute neuve n'a rien à voir avec les guenilles qu'il rencontre un peu partout dans les rues de Montmartre. Mais comment veux-tu que je t'appelle? Je ne sais pas ton nom. Je suis Lulus. Ah. Lulus quoi? Lulus, c'est tout. Mais d'où sort cette petite gosse qui est là toute seule, et si bien habillée? Francisque l'observe tout en sortant un sac de papier rose de dessous sa cape, conservant à la main un pain en forme de baguette. Et toi alors tu t'appelles quoi? Sourire de la cape noire. Tu peux m'appeler Francisque. Grands yeux étonnés de l'enfant qui ne connaît personne avec un nom comme ça, qui ne ressemble à rien. Francisque? C'est un drôle de nom. Ah bon? Et Lulus? C'est pas mieux. Et les voilà qui se mettent à rire, lui comme un gamin des rues, elle comme une grande personne qui a une vraie conversation. Francisque ouvre son sac rose, en sort un joli petit croissant presque encore tiède. Tiens Lulus, c'est pour ton dimanche. Lulus regarde et ne bouge pas, elle ne sait pas ce que c'est, ça sent bon, ça doit se manger, elle hésite. Tu ne connais pas les croissants? Goûte, tu vas voir comme c'est bon, surtout le dimanche, je n'en achète que le dimanche. Lulus s'enhardit, tend la main et croque dans le croissant avec le bout de ses dents de lait. Bon, je me dépêche de rentrer, les autres croissants, c'est pour mon épouse. Passe un bon dimanche, il fait beau. Un gros morceau de délicieux croissant dans la bouche empêche la gamine de répondre autrement que par un signe de la main qui éparpille plein de miettes sur sa robe. La douzaine de moineaux qui observaient la scène avec appétit et impatience se chamaillent aussitôt à grands cris, il ne restera rien entre les pierres des marches. Chapitre 3, une vie dans la Mayenne. Le garçon était arrivé chez Maman Lou lorsqu'il avait quelques mois.
L'hiver ayant été très rude, le voyage de Montmartre vers ce village si lointain de la Mayenne n'avait pas été possible plus tôt. La nourrice, déjà veuve, avait adoré ce gosse si éveillé, pendant des années. Mais le jour de son anniversaire, ses 8 ans, une lettre était arrivée, porteuse d'un drame. « Mon Dieu, est-ce possible ?» murmura-t-elle, « ils ne vont quand même pas faire ça, ma pauvre Laurence, qu'as-tu fait là ?» Elle essuyait une grosse larme en repliant la lettre, qu'elle glissa entre les plis de sa longue robe grise. Elle prit le gamin par les épaules. « Mon petit Roger, tu es grand maintenant, ici dans notre petit village, tu n'apprendras rien à l'école. Il faut que tu sois instruit et je ne peux pas te mettre à la grande école comme les autres, comme mes autres enfants. Faudra bien un jour que tu retournes chez tes parents, que tu ailles à l'école à Paris. » Roger baisse la tête et ne dit rien. Maman Lou n'est pas sa mère. Il sait qu'il est simplement ici en pension, mais depuis si longtemps qu'il pensait rester toujours dans cette jolie petite maison. Il ne sait pas du tout à quoi ressemble Paris, c'est très grand et tout noir partout et ça sent mauvais. Il n'en sait pas plus. Un mois plus tard, encore un hiver glacial, avant le jour de l'an. En se cachant la nuit venue, une carriole à cheval s'est arrêtée devant la maison. Une femme en noir, inconnue, déposait dans les bras de maman Lou un panier d'osier, rempli de chiffons de laine, avec au milieu un bébé qui venait de naître la veille. La femme, vivement, est remontée dans la carriole sans dire un seul mot. Le cheval repartit au trot vers la ville, vers la noire locomotive bruyante, crachant ses fumées d'escarbilles, sifflant sa vapeur torride, retour là-bas dans la gare immense de la capitale. Une quinzaine de jours auparavant, dans sa grande ferveur simple de paysanne de ce petit village perdu dans les forêts de la Charnie, maman Lou a froissé un papier gaufré, pour imiter une sorte de grotte posée sur le dessus de la cheminée. Et les petits santons sont ressortis, comme chaque année, du carton où ils dorment depuis longtemps, depuis la naissance de Fifine. Noël va arriver. Et la brave femme voudrait cacher sa tristesse au fond de cette grotte. Roger sait que pour lui, c'est le dernier ici, il se demande si là-bas dans la grande ville noire inconnue, les autres gens savent qu'il y a un petit Jésus. Depuis plus d'une semaine déjà, la nourrice tremble chaque soir, épiant les bruits de cette rue qui mène au cimetière. Elle ne craint pas les morts, non, mais plutôt les vivants. Noël est arrivé. Et maman Lou a déposé un petit Jésus en plâtre dans son berceau en osier, et elle attend avec anxiété d'en faire autant. Chaque soir depuis Noël, cette maudite lettre qui ne lui donnait guère de détails, rend son cœur malade d'angoisse. Qu'est-il arrivé ? Le bébé est-il né ? Est-ce un garçon ou une fille ? Est-ce un enfant aussi vivant que le petit Jésus ? Faire aussi peu de cas d'une naissance nouvelle, et laisser mourir leurs enfants loin de leurs parents, sont dans les habitudes de cette si honorable famille chrétienne de Montmartre. Infliger un tel mépris envers les autres, envers cette pauvre nourrice de campagne, est-il convenable ? La vieille femme se sent tellement troublée qu'elle ne comprend pas tout ça. Et surtout elle ne comprend pas que ces gens de Montmartre n'aient pas trouvé, ou plutôt cherché, une nourrice pour leur nouveau-né plus près de leur maison, dans ce charmant village de la Butte où l'air n'est pas pollué comme celui de la grande capitale à ses pieds. Sa fille aînée, Joséphine, qui est mariée et vit maintenant tout près de Montmartre, pense comme elle, mais c'est ainsi. Chapitre 4, 84 rue Le Pic. Noël est arrivé. La fête joyeuse s'éteint doucement jour après jour et certainement plus rapidement à Paris, et davantage encore rue Le Pic, à Montmartre. Le 30 décembre, dans l'aube glauque, la chouette observe du haut de l'aile squelettique du moulin. Des événements se trament en bas, de l'autre côté de la rue. Julot, le valet de la ferme des Debray,
juste derrière le moulin de la Galette, les mains gercées de froid, descend la petite rue Girardon. Il vient d'atteler le cheval à la dernière de leur carriole, la ferme, la dernière ferme de l'ancien village, est vendue et va être démolie. Il a encore gelé bien fort cette nuit, les pavés sont impraticables et descendre la rue Le Pic est une folie, grommelle-t-il. En effet, l'omnibus à chevaux ne viendra pas de sitôt en haut de la butte. Le valet a attaché de vieux morceaux d'un sac à farine sous les sabots de son cheval, aucun bruit en passant derrière les jardins du moulin, les fers des sabots sont silencieux. Les becs à gaz des lampadaires envoient parcimonieusement leur lumière blafarde dégouliner dans les caniveaux. Rue Le Pic, les cris, les pleurs et les gémissements se sont tus hier soir. Devant le numéro 84, le cheval attend, pattes écartées. Fernand le tient par la bride, l'adolescent qui joue au dur, avec la visière cassée de sa casquette d'apache, n'aime pas se mêler de ses affaires de famille. Une femme en noir, inconnue, s'est engouffrée dans la vilaine carriole crasseuse avec un vilain panier en osier sous le bras. Le panier gémit. Les marchandes des 4 saisons encombrent le bas de la rue Le Pic, en remontant des halles leurs charrettes pleines de légumes et de fruits, qu'elles tirent en s'aidant d'une lanière en bandoulière qui leur coupe les seins et la respiration. La vieille carriole doit tenir bon, et le cheval aussi, jusqu'à Montparnasse. Les pavés sont moins glissants en arrivant sur la place Blanche, les bouts de sac à farine sont retirés. J'aurais pu prendre le métro, râle Julot. Cette triste année a été terrible pour les Parisiens, de très graves inondations avaient causé beaucoup de dégâts non encore réparés, cela n'était pas arrivé depuis longtemps. Le métro, ce nouveau moyen de déplacement, révolutionnaire à l'époque, avait été noyé par les eaux de la Seine en crue dans ces galeries souterraines inutilisables. Le Julot connaît bien les rues de Paris, chaque semaine, il va livrer avec sa carriole les champignons que la ferme produit dans d'anciennes carrières qui sont juste en dessous. Mais il a été payé pour aller de bonne heure à la gare, c'est tout, le reste, il s'en fout, les bobards que lui a raconté Fernand ne le regardent pas. Chapitre 5, chez Maman Loup. Maman Loup, aussitôt rentrée au chaud, dépose le panier sur la table, sous la grande lampe à pétrole accrochée aux poutres de la pièce. Les mains calleuses tremblaient, n'osant pas écarter les morceaux de laine où rien ne bouge, pas un cri. Ils l'ont fait mourir, c'est pas Dieu possible de voir ça quand même, pensa la pauvre femme au bord des larmes, elle vient à peine de naître. L'expédier si loin de Paris, comme un vulgaire paquet le lendemain de sa naissance n'est pas digne d'une famille de chrétiens, ou qui prétend l'être comme bien d'autres. D'un doigt, elle écarte un peu le beau linge blanc brodé, une minuscule main agrippe son doigt et un gémissement, une imperceptible petite plainte sort du fond du panier. Lucienne, ma petite fille, tu es vivante, Jésus-Marie, tu es vivante. Le chétif bébé, encore tout fripé, n'est pas tout à fait mort, mais son état est effrayant, n'ayant sans doute pas été nourri durant ce long voyage criminel. Comment des parents, sous un fallacieux prétexte de préférer voir leur enfant vivre au bon air de la campagne plutôt que dans Paris, pouvaient se livrer à ce commerce honteux? Maman Loup est folle de bonheur et de rage mêlée. En bonne nourrice, elle sait ce qu'il faut faire pour nourrir au plus vite le petit être si fragile, le réchauffer, et éviter à tout prix que cet enfant ne meure. Dieu existe, pense-t-elle, il ne devrait pas laisser faire ça, il ne devrait pas permettre à cette famille de riches, de laisser mourir leurs enfants comme de vulgaires chatons non désirés. Car ce n'était pas la seule fois que la pauvre femme devait aussi servir de croque-mort à ces Parisiens. L'amour du prochain et la charité chrétienne ne seraient donc qu'illusions, et ne devaient être pratiqués que chez les gens de petite condition,
Ma pauvre Laurence, maman loup parle toute seule, ma pauvre Laurence, que t'ont-ils fait? Espérait-il que ton bébé allait mourir au cours de ce si long voyage, si pénible? Et qu'ainsi, tu serais punie de ta faute, ma pauvre enfant. Je vais la soigner ta petite Lucienne, elle sera belle, tu la reverras un jour, crois-moi. Maman loup ne fait qu'un seul signe de croix et ne s'attarde pas à réciter un chapelet. L'urgence est de sauver le bébé de la mort, pas de prier. Le bébé tout souillé essaie de crier et s'agite faiblement, le biberon le calme un peu. Il faut le laver et changer ses linges. Non, décidément non, ça, la vieille femme ne peut pas comprendre, elle a 2 enfants, qu'elle a bien élevés sans avoir eu besoin de les confier à quelqu'un d'autre. Dans la campagne, cela ne se fait pas, mais ces gens riches de la grande ville n'ont pas de cœur, ils ont assez de sous pour ne pas s'obliger à aimer les bébés, ils disent avec hypocrisie que c'est la coutume du monde bourgeois, qu'ils ont bien autre chose à faire. Plus tard, on avisera, s'ils sont toujours vivants. Maman loup pleure. Ses enfants, un garçon et une fille, sont grands et mariés, mais bien loin aussi. Son mari n'est plus là pour s'occuper de Bibi qui ne sert plus à rien, mais elle ne veut pas s'en séparer. Elle est veuve et n'aime pas être inutile, alors son fils aîné, parti travailler à Paris, lui a dit de prendre des petits en pension, pour qu'elle ne reste pas toute seule dans leur village. Après un dernier biberon du lait de la ferme, bébé s'est endormi. Au moment où maman loup allait déposer la petite dans un berceau, qu'elle avait déjà préparé depuis plus d'une semaine, Roger rentre de l'écurie, une lampe tempête à bout de bras. Il avait soigné Bibi, le vieux percheron tout blanc, si docile qu'il ne donnait jamais de coups de sabot. Les poules étaient bien rentrées, le renard serait bredouille. « Regarde, lui dit la vieille femme, ta petite sœur vient d'arriver, elle va dormir, va te coucher et n'oublie pas de dire ta prière pour elle avant de t'endormir, elle en a grand besoin tu sais. » Avant de se glisser sous son énorme édredon rouge, elle surveille une dernière fois le petit berceau qu'elle a installé tout près de son lit, elle écoute si le bébé va vivre. Les braises de la grosse cheminée de cette pièce de vie lancent leur lueur jusqu'à l'alcôve où l'hiver la paysanne préfère dormir, le crépitement du bois qui meurt accompagne la vie qui continue la nuit. Le sommeil ne vient pas, tout est douloureux et trop de souvenirs empêchent les personnes âgées de dormir. Sa vie dans ce petit village sans histoire lui convient, comment pourrait-elle vivre autrement? Revoir en pensée les moments qui ont accompagné son existence, construite à aimer les autres, l'aide souvent à s'endormir. Et parfois elle tremble à l'idée du sommeil des bourgeois indifférents à leurs enfants. Maman loup adorait Laurence, ses yeux bleus rayonnaient dans son beau visage ovale. Dans la chambre de l'étage, sur les murs dont le papier peint bleu vieillissait, l'enfant avait fixé avec des punaises d'or un tas de petits dessins faits au crayon de couleur. Laurence toute petite était déjà très douée, sa nourrice trouvait dans la contemplation de ce petit musée enfantin, une source de bonheur lorsque la tristesse venait la saisir, elle était inconsolable de la perte de son mari. Mais voilà, à 6 ans, alors qu'elle commençait à bien lire et écrire, l'avenir de future couturière s'était manifesté avec une femme en noir, qui était venue rechercher la petite. Maman loup savait qu'elle n'aurait ensuite plus de nouvelles de l'enfant qui lui avait été confié, moyennant un maigre salaire. Égrenée, comme les grains d'un chapelet, le passage des enfants de cette famille de Montmartre ne la consolait d'ailleurs pas du tout. Fernand était trop sauvage et son remplacement par Hélène avait calmé la vie de cette maison campagnarde. Hélène parlait peu et semblait indifférente, enfin peut-être n'était-elle pas expansive. Le déracinement ne peut pas rendre les enfants heureux, et toute petite cette gamine ne comprenait pas pourquoi elle était là, dans ce village de forêt. Le retour dans la grande ville n'avait, sans aucun doute, pas été une joie non plus. Et lorsque Roger avait débarqué, pétillant, des étoiles s'étaient allumées.
La paysanne se refusait à parler aux enfants de ses appréhensions sur leur avenir, pas davantage sur les raisons de leur venue et de leur départ. Elle disait juste ce qu'il fallait pour les rassurer. Elle se permettait seulement quelques bribes lorsqu'elle le jugeait nécessaire. Son humilité, sa bonté, sa profonde charité lui suffisaient pour se faire aimer, et ses propres enfants étaient heureux et cela comblait sa vie. Seul, Dieu, si vraiment il existait, avait le droit de juger le bien et le mal de ce qui se passait dans cette chaumière.